Le stylo s'arrêta dans les airs. Pendant 3 secondes éternelles, le silence dans le couloir du tribunal pesait comme du plomb. Il regarda sa maîtresse à côté de lui, sourit avec arrogance et signa les papiers du divorce sans lire une seule ligne. La femme blonde à ses côtés croisa les jambes, affichant un sourire victorieux tout en appliquant du rouge à lèvres sur ses lèvres. Il croyait que c'était la fin, qu'il serait enfin libre, que la femme autiste, silencieuse et étrange, disparaîtrait simplement de leur vie sans causer de problème. Mais le juge n'avait pas encore parlé. Et quand il ouvrit la bouche, le sol disparut sous les pieds de ce couple d'amants. Tout avait commencé 8 mois plus tôt, un après-midi ordinaire de mardi. Elle rangeait les livres de l'étagère par ordre alphabétique pour la 3e fois cette semaine. Ce n'était pas de l'obsession. C'était du confort. De la prévisibilité. Un contrôle sur un monde qui faisait rarement sens pour elle. Mariée depuis 6 ans, elle avait toujours su qu'elle était différente. Depuis l'enfance, les gens le commentaient. Ils disaient qu'elle était trop silencieuse, trop sérieuse, qu'elle ne regardait pas les gens dans les yeux, qu'elle avait des manies étranges. À l'adolescence, les diagnostics sont arrivés. Troubles du spectre autistique, niveau 1. Fonctionnel, ont dit les médecins. Capable de mener une vie normale, ont dit les thérapeutes. Normal. Ce mot n'a jamais eu de sens pour elle. Elle a rencontré son mari à l'université. Il était populaire, charmant, de ceux qui savent exactement quoi dire dans n'importe quelle situation. Elle était la fille timide de la bibliothèque, qui préférait la compagnie des livres à celle des gens. Il s'est approché. Il a été gentil, patient. Il a dit qu'il la trouvait fascinante, différente de toutes les autres. Et elle a cru. Les premières années, tout semblait fonctionner. Il acceptait ses routines, comprenait quand elle avait besoin de silence. Ne se plaignait pas quand elle annulait des rendez-vous sociaux parce que le bruit était trop fort, parce que les lumières étaient trop intenses, parce que parler avec des inconnus vidait toute son énergie. Ou du moins, elle pensait qu'il comprenait. Mais la vérité, c'est qu'il se contentait de tolérer. Et la tolérance a une date de péremption. Tout a changé quand il a ouvert son entreprise. Le succès est venu vite. L'argent aussi. Et avec l'argent, sont venues les fêtes, les événements, les dîners d'affaires. Des endroits où elle ne pouvait pas être sans sentir qu'elle se brisait de l'intérieur. Il a commencé à y aller seul. Puis, il a commencé à se plaindre. Il disait qu'elle le faisait honte, qu'elle devait faire plus d'efforts, que tout le monde trouvait étrange l'épouse qui n'apparaissait jamais. Alors il a engagé une nouvelle secrétaire. Elle était tout ce que l'épouse n'était pas extravertie. Sociable. À l'aise dans n'importe quel environnement. Elle riait fort. Touchait son bras en parlant. Portait des décolletés qui attiraient l'attention. Et il a commencé à rentrer tard à la maison. L'épouse l'a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a remarqué. Les personnes autistes ne sont pas aveugles. Elles ne sont pas naïves. Elle percevait chaque détail qui changeait. Le parfum différent sur sa chemise. Les messages qu'il cachait. La manière dont il détournait le regard quand elle demandait comment s'était passée sa journée. Mais elle n'a rien dit. Parce que la confrontation était difficile. Parce qu'elle ne savait pas si elle interprétait correctement les signes. Parce qu'une part d'elle avait peur que, si elle disait quelque chose, tout s'effondrerait. Et puis, un jeudi soir, il a simplement parlé. Sans détour. Sans préparation. Je veux divorcer. Je ne supporte plus cette vie. Tu n'es pas normal. Je mérite quelqu'un qui peut être une vraie épouse. Elle est restée paralysée. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle est juste restée assise sur le canapé, traitant les mots comme s'ils étaient dans une langue étrangère. Il interpréta le silence comme de l'indifférence. Parfait. J'avais déjà imaginé que ça ne te dérangerait pas. Tu n'as jamais été intéressé par quoi que ce soit à part tes manies ridicules. Il jeta quelques papiers sur la table basse et sortit en claquant la porte. Elle resta seule. Dans la maison qu'ils avaient achetée ensemble. Avec les meubles qu'elle organisait méticuleusement. Avec des routines qui n'avaient plus aucun sens. Et pour la première fois depuis des années, elle ne savait pas quoi faire. Dans les jours suivants, il apparaissait à peine à la maison. Quand il venait, c'était juste pour prendre des vêtements ou des documents. La secrétaire était toujours avec lui. Il ne tentait même plus de se cacher. Un après-midi, l'épouse était dans la cuisine quand elle entendit le rire de l'autre femme venant du salon. Elles étaient entrées sans prévenir. « Sérieusement, tu as habité ici toutes ces années ? Quelle déprime ! Tout est si organisé. On dirait un hôpital psychiatrique. » Le mari rit. Vraiment rit. Oui, elle a ces choses-là. Elle ne peut pas vivre sans ses petites routines. Pathétique. L'épouse resta immobile derrière la porte de la cuisine.
écoutant chaque mot, ressentant chacun comme une lame. Pauvre petite. Ça doit être horrible d'être si limitée. Mais bon, au moins maintenant tu es libre. Tu peux avoir une vraie vie avec moi. Ils sont partis en riant. Et quelque chose en elle se brisa. Ce n'était pas une colère immédiate. Ce n'était pas du désespoir. C'était une clarté froide et cristalline. Elle avait passé 6 ans à essayer d'être ce qu'il voulait. À essayer de s'adapter. À essayer d'être normal. Et il la voyait comme un problème. Comme quelque chose de jetable. Elle prit les papiers qu'il avait laissés sur la table. C'étaient les documents du divorce. Il voulait qu'elle signe sans poser de questions. Il voulait partager les biens à moitié, bien que la majorité ait été construite avec l'argent de son héritage. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans les relevés bancaires qu'elle trouva dans un tiroir laissé ouvert. Des transferts. Beaucoup de transferts. Vers des comptes qu'elle ne connaissait pas. Elle prit le téléphone et appela la seule personne en qui elle avait confiance. Sa sœur aînée. Il transfère de l'argent. Beaucoup d'argent. Je crois qu'il essaie de cacher les biens avant le divorce. Sa sœur resta silencieuse un moment. Tu as besoin d'un avocat. Et pas n'importe quel avocat. Tu as besoin de quelqu'un qui n'ait pas peur de le détruire. C'est ainsi qu'elle rencontra l'avocate. Une femme d'une 40aine d'années, cheveux gris, regard tranchant comme un scalpel. Elle écouta toute l'histoire sans interrompre. Il pense que tu accepteras en silence. Que tu ne te battras pas. Parce que tu es autiste, tu es faible. L'épouse secoua la tête. Je ne suis pas faible. Je fonctionne juste différemment. L'avocate sourit. Alors montrons-lui exactement à quel point tu peux être différente. Et ainsi commença le plan. Dans les mois qui suivirent, elle rassembla des preuves. Documents. Relevés. Enregistrements. Tout méticuleusement organisé, chaque papier à sa place, chaque information cataloguée avec la précision que seul quelqu'un avec son esprit pouvait atteindre. Le mari ne se douta de rien. Après tout, elle n'était que l'épouse autiste. Celle qui ne comprenait pas le monde. Celle qui vivait dans sa bulle. Il n'avait aucune idée que cette bulle était, en réalité, un laboratoire. Et qu'elle construisait une bombe. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que personne n'attendait. L'humiliation publique commença 3 semaines après la demande de divorce. Elle était au supermarché, suivant son itinéraire habituel. Toujours le mardi, toujours à 10 heures du matin, toujours les mêmes rayons dans le même ordre. La prévisibilité la gardait calme. Mais lorsqu'elle tourna au coin du rayon des céréales, elle les trouva. Le mari et la secrétaire. Ensemble. Lui avec la main sur sa taille, riant fort, sans aucune tentative de dissimulation. La secrétaire la vit en premier. Et au lieu de détourner le regard, elle sourit. Un sourire prédateur, venimeux. Ah, salut. Tu dois être l'épouse. Waouh, enfin je te rencontre en personne. Il parle tellement de toi. Le ton était doux. Mais les mots étaient empoisonnés. Le mari n'essaya même pas de paraître mal à l'aise. Au contraire. Il rapprocha l'amante et haussa les épaules. Puisque tu es là, autant Y habitué. Elle va être la nouvelle maîtresse de la maison. Tu as jusqu'à la fin du mois pour partir. L'épouse resta figée. Les lumières fluorescentes du supermarché semblaient bourdonner plus fort. L'odeur des produits de nettoyage envahissait ses narines. Des gens passaient, regardaient, chuchotaient. Elle sentit le monde tourner. Mais elle ne pouvait pas s'effondrer ici. Pas devant eux. Elle se retourna et sortit, laissant le chariot au milieu du rayon. De retour chez elle, elle se verrouilla dans la chambre et resta en silence absolu pendant 4 heures. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle resta simplement là, réorganisant mentalement chaque fragment d'information qu'elle possédait. Il n'était pas seulement cruel. Il était stratégique. Et la secrétaire n'était pas seulement l'amante. Elle était complice. Dans les jours qui suivirent, l'épouse découvrit plus de détails grâce à l'avocate. Les transferts bancaires qu'elle avait trouvés n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Le mari vidait systématiquement les comptes communs, transférant de l'argent vers des comptes fantômes, mettant des propriétés au nom de parents éloignés. Il préparait le terrain pour la laisser sans rien. « Il pense que tu ne remarqueras pas, » dit l'avocate en feuilletant les documents sur la table. « Ou que même si tu remarques, tu n'auras pas le courage d'agir. » Pourquoi penserait-il cela? L'avocate regarda directement dans ses yeux. Quelque chose qui la gênait habituellement, mais cette fois elle garda le contact. Parce qu'il t'a toujours sous-estimé. Il voit ton état comme une faiblesse. Comme une incapacité.
Ils pensent que tu ne peux pas te battre parce que le monde est trop compliqué pour toi. L'épouse resta silencieuse un instant. Ils se trompent. Je sais. Et nous allons le prouver. Mais avant qu'elle ne puisse avancer, les choses empirèrent. La secrétaire commença à apparaître à des événements publics comme si elle était déjà la nouvelle épouse. Elle postait des photos sur les réseaux sociaux. Taguait le mari. Portait les bijoux qu'il avait offerts à l'épouse lors des anniversaires passés. Et pire, elle commença à parler publiquement du divorce. Dans une interview pour un blog local sur le style de vie, la secrétaire fit des déclarations dévastatrices. Parfois, les gens se marient avec quelqu'un qu'ils ne devraient pas. C'est un homme incroyable, ambitieux, plein de vie. Mais il était coincé dans une relation qui n'avait aucun sens. Avec quelqu'un qui ne pouvait tout simplement pas le suivre. C'est triste, mais c'est la réalité. Elle ne mentionna pas directement l'autisme. Mais c'était implicite dans chaque mot. L'épouse lut l'interview sur l'écran de l'ordinateur. Chaque phrase était un coup de poignard. Ne pouvait pas le suivre. Comme si elle était un poids mort. Comme si 6 ans de mariage n'avaient été qu'une erreur qu'il corrigeait enfin. Mais il y avait quelque chose d'autre dans l'interview qui attira son attention. La secrétaire mentionna qu'elle aidait à organiser les finances de l'entreprise avec lui. Qu'elle apprenait le fonctionnement interne de l'entreprise. C'était nouveau. L'épouse transmit cette information à l'avocate. Elle est impliquée dans les finances de l'entreprise. Apparemment oui. Ce qui est intéressant, car l'entreprise a été construite en grande partie avec ton argent. L'héritage que tu as reçu de tes parents a été fondamental pour le décollage du business. Techniquement, tu as droit à un pourcentage significatif. Il le sait. Bien sûr qu'il le sait. C'est pour ça qu'il essaie de cacher les biens avant que le divorce ne soit finalisé. Si tu arrives à prouver qu'il a détourné de l'argent intentionnellement, tout change. L'épouse acquiesça, analysant chaque détail. Dans les semaines suivantes, elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle s'infiltra. Pas physiquement, mais numériquement. Elle avait accès aux anciens mots de passe. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle fasse attention à ces choses. Mais elle y faisait attention. Toujours. Nombre, motif, séquence. Son esprit fonctionnait exactement pour cela. Elle entra dans ses emails professionnels. Dans les fichiers partagés. Dans les conversations du système interne de l'entreprise. Et elle trouva tout. Des messages entre lui et la secrétaire planifiant comment cacher les biens. Des documents falsifiés. Des contrats frauduleux. Même des conversations où il se moquait d'elle, la traitant de retardée, inutile, poids mort. Chaque mot était enregistré. Chaque insulte, archivée. L'avocate avait du mal à croire la quantité de preuves. C'est de l'or. Du pur or. Ils ont été incroyablement stupides. Arrogants, corrigea l'épouse. Ils ont été arrogants. Oui. Et l'arrogance est l'erreur fatale de tout criminel. Mais le pire était encore à venir. Une nuit, le mari rentra chez lui ivre. Il frappa à la porte jusqu'à ce qu'elle ouvre. « Tu dois signer ces papiers. Maintenant. Je ne supporte plus ces délais. » Il lui poussa de nouveaux documents dans les mains. Des termes révisés du divorce. Pire que les précédents. Il voulait tout garder. La maison. L'entreprise. Les comptes. Elle ne repartirait qu'avec les vêtements sur le dos. Signe. Ou je ferai de ta vie un enfer. Je dirai à tout le monde que tu es folle. Que tu ne sais pas prendre soin de toi. Je ferai croire à tout le monde que tu dois être internée. L'épouse le regarda. Vraiment regarda. Et elle ne vit pas l'homme avec qui elle s'était mariée, mais un inconnu. Un monstre qui avait toujours été là, simplement caché derrière un masque de patience. Je ne signerai rien. Il s'avança, attrapa son bras avec force. Tu vas signer. Parce que si tu ne signes pas, je te garantis que tu perds tout de toute façon. Aucun juge ne prendra le parti d'une retardée qui peine à regarder les gens dans les yeux. Elle retira son bras, libre de son emprise. Sors de ma maison. Il rit. Un rire cruel, ivre. T'es à maison? Drôle. Dans 2 semaines, tout ça sera à moi. Et à ma nouvelle épouse. Tu finiras par habiter un appartement de fortune, seul, avec tes petites manies ridicules. Il sortit en titubant, laissant la porte ouverte. L'épouse referma la porte, verrouilla, et alla directement dans la chambre. Elle prit son téléphone et envoya un message à l'avocate. « J'ai besoin que tu accélères tout. J'ai peur de ce qu'il peut faire. » La réponse arriva en quelques secondes. « Je m'en occupe déjà. Fais-moi confiance. Il va tomber. Et quand il tombera, ça sera fort. » 2 jours plus tard,
Arriva la notification officielle. L'audience de divorce était fixée. Dans exactement une semaine. Le mari reçut la notification et célébra avec la secrétaire. Ils postèrent des photos en trinquant avec du champagne. La légende disait « Nouveau départ ». Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait dans cette salle d'audience. Parce que l'épouse autiste, celle qu'ils qualifiaient de limitée, incapable, pathétique, avait construit un dossier si solide que même le meilleur avocat du pays ne pourrait le démanteler. Et le juge désigné pour l'affaire avait une réputation spécifique. Il détestait les fraudes conjugales. Et il détestait encore plus ceux qui sous-estimaient les plus vulnérables. Le bureau de l'avocate sentait le café fort et le papier ancien. Des piles de documents couvraient chaque surface disponible. L'épouse était assise sur une chaise en cuir usé, regardant le tableau blanc au mur où l'avocate avait dessiné un diagramme complexe de connexion financière. « Nous avons suffisamment de preuves pour le détruire 5 fois, dit l'avocate en pointant différents points sur le diagramme. Mais nous avons besoin de quelque chose de plus. Quelque chose qu'il n'attend pas. L'épouse inclina la tête, en train de réfléchir. « Que as-tu en tête » L'avocate sourit. Ce n'était pas un sourire gentil. Nous allons lui faire signer sa propre condamnation à mort. Littéralement. Elle poussa un document sur la table. C'était une version modifiée de l'accord de divorce. À première vue, il semblait favorable pour lui. Mais entre les lignes, dans les clauses cachées en langage juridique complexe, se trouvait le piège parfait. Il va lire ça et voir exactement ce qu'il veut voir. Toi abandonnant tout. Mais en réalité, il acceptera de transférer 80% des biens à toi, en plus d'une pension viagère. L'épouse prit le document, lut chaque ligne 2 fois. Sa capacité à traiter l'information écrite était exceptionnelle. Elle voyait les motifs, les contradictions, les failles. Il ne signera jamais ça s'il s'en rend compte. Exactement. C'est pour ça qu'il faut qu'il signe sans lire. Et je sais comment faire. Dans les jours suivants, le piège fut monté avec une précision chirurgicale. L'avocate envoya les documents avec une lettre jointe, écrite sur un ton défaitiste, comme si l'épouse avait renoncé à se battre. Comme si elle voulait simplement en finir rapidement. Le mari reçut les papiers un jour où il était particulièrement arrogant. Il venait de conclure une grosse affaire. La secrétaire était à ses côtés quand il ouvrit l'enveloppe. « Enfin », dit-il, feuilletant rapidement les pages. « L'idiote a abandonné. » La secrétaire prit le document de ses mains, essaya de lire, mais il le lui arracha. « Pas besoin de lire. Tout est standard. Elle accepte mes conditions et voilà. Fini. » « Tu es sûr? Tu ne veux pas qu'un avocat le vérifie ?» Il rit, prit un stylo coûteux. « Avocat pour quoi faire? Elle comprend à peine une conversation normale, alors les termes juridiques. C'est juste une formalité. » Et il signa. Toutes les pages. Sans lire une seule clause. La secrétaire observa, ressentant un malaise étrange qu'elle ne savait pas nommer. Mais le mari célébrait déjà, ouvrant une bouteille de whisky cher. « Parfait. Dans une semaine, tout sera réglé. La maison est à nous. L'argent est à nous. Et elle disparaît de notre vie pour toujours. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, l'épouse était chez elle, organisant quelque chose que personne n'attendait. Elle avait passé les 3 dernières semaines non seulement à collecter des preuves numériques, mais aussi quelque chose de plus personnel. Des témoins. Le premier fut l'ancien employé de l'entreprise, licencié abruptement 6 mois auparavant. La femme avait été confuse à l'époque, sans comprendre la véritable raison. Mais maintenant, en parlant avec l'épouse, tout avait du sens. « Il m'a licencié parce que j'avais questionné des transferts bizarres », raconta l'ex-employé en prenant le thé dans la cuisine de la maison. De grosses sommes partaient vers des comptes qui n'avaient rien à voir avec l'entreprise. Quand j'ai demandé, il a inventé une excuse bidon et m'a renvoyé la semaine même. L'épouse nota chaque détail. Date. Montant. Nom des comptes. Seriez-vous prête à témoigner? La femme n'hésita pas. Absolument. Cet homme me doit 3 mois d'indemnité qu'il n'a jamais payé. Ce serait un plaisir de le voir s'effondrer. Le deuxième témoin fut encore plus précieux, l'ancien comptable de l'entreprise. Il avait été remplacé par la secrétaire, ce qui à l'époque semblait n'être qu'un simple changement administratif. Mais maintenant, avec les informations présentées par l'épouse, il comprit qu'il avait été écarté précisément parce qu'il savait trop de choses. « J'ai des copies de tout », révéla le comptable, ouvrant un vieux portable dans un café discret. Tous les bilans avant qu'elle ne prenne la relève. On voit clairement quand l'argent a commencé à disparaître. Je l'avais même averti à l'époque que c'était illégal, mais il m'a dit que j'étais parano. Il regarda l'épouse avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Désolé de ne rien avoir fait avant. J'aurais dû dénoncer.
Vous pouvez le faire maintenant. Il acquiesça. Avec plaisir. L'avocate rassembla tous les témoins, toutes les preuves, tous les documents dans un dossier si volumineux qu'il tenait à peine dans la mallette. Ce n'est plus un simple divorce, dit-elle en regardant l'épouse avec un vrai respect. C'est une affaire criminelle. Fraude. Détournement de fonds. Falsification de documents. Quand le juge verra ça, il ira bien au-delà de la simple division des biens. L'épouse sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas du bonheur. C'était la justice. Froide, calculée, inévitable. Mais il restait une dernière pièce du puzzle à placer. 3 jours avant l'audience, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle confronta directement la secrétaire. Pas en personne, mais via un message anonyme envoyé depuis un faux profil sur les réseaux sociaux. Tu sais qu'il t'utilise, non? Dès qu'il aura l'argent du divorce, il se débarrassera aussi de toi. Il l'a déjà fait avant. La secrétaire lut le message, bloqua immédiatement le profil. Mais la graine du doute était plantée. Cette nuit-là, elle remit en question son mari pour la première fois. Tu es sûr que ces documents sont corrects? Tu ne veux pas les faire vérifier par un avocat avant l'audience? Il était irrité, fatigué. Pour l'amour de Dieu, ne commence pas toi aussi. Tout est en ordre. Arrête ta paranoïa. C'est juste que... Et si elle avait un plan? Et si elle n'était pas aussi naïve que tu le crois? Il se tourna vers elle, la colère réelle dans les yeux. Tu doutes de moi maintenant? Après tout ça? La secrétaire recula. Non, Elle est autiste. Elle arrive à peine à faire ses courses seule, sans avoir une crise. Tu penses vraiment qu'elle aurait la capacité de me tendre un piège? Le silence entre eux était lourd. La secrétaire ne dit plus rien. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas. Quelque chose dans le ton de son mari, dans sa certitude absolue, dans la façon dont il décrivait l'épouse, il y avait quelque chose de mauvais là-dedans. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Le matin de l'audience arriva, gris et froid. L'épouse enfila un ensemble simple, bleu marine, discret. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas. Pas de maquillage. Elle voulait paraître exactement ce qu'ils attendaient, vulnérable, silencieuse, vaincue. L'avocate, en revanche, était impeccable. Costume sur mesure, mallette en cuir, talons qui résonnaient confiance à chaque pas. Elles arrivèrent au tribunal 30 minutes en avance. L'épouse resta dans un coin de la salle d'attente, respirant profondément, comptant jusqu'à 10, répétant le processus. Puis ils arrivèrent. Le mari entra comme s'il possédait l'endroit. Costume cher, montre en or, sourire arrogant. La secrétaire à ses côtés rayonnait, portant une robe rouge voyante, maquillage parfait, comme si elle allait à une fête et non à un tribunal. Quand elle vit l'épouse assise dans le coin, elle laissa échapper un petit rire audible. Regarde ça. La pauvre. Elle a déjà accepté la défaite. Le mari ne regarda même pas l'épouse. Il s'assit de l'autre côté de la salle, tira la secrétaire sur ses genoux, l'embrassa provocativement dans le cou. Les autres présents dans la salle regardèrent avec désapprobation. Mais ils s'en fichaient. Ils célébraient. L'avocate de l'épouse observait tout en silence, prenant des notes mentales. Enfin, la porte de la salle d'audience s'ouvrit. L'huissier appela le dossier. Divorce numéro 5432. Partie présente, s'il vous plaît. Tout le monde entra. La salle était plus petite que ce que l'épouse attendait. Une grande table au centre, des chaises de chaque côté, et au fond, l'estrade où le juge s'assiérait. Le juge entra quelques secondes plus tard. Un homme d'environ 60 ans, cheveux gris, lunettes de lecture pendues à une chaîne, expression neutre mais yeux attentifs. Il s'assit, ajusta sa robe, ouvrit le dossier. Puis il regarda directement le mari et la secrétaire assis côte à côte, trop proches pour toute norme de décence procédurale. Avant de commencer, dit le juge d'une voix grave, je voudrais confirmer. Tous les documents ont-ils été lus et signés par les parties? Le mari leva la main avec une excitation presque enfantine. Oui, votre honneur. Tout est signé. On peut en finir rapidement? Le juge le regarda par-dessus ses lunettes. Et il sourit. Ce n'était pas un sourire gentil. Le juge ajusta ses lunettes et commença à feuilleter les documents signés. Le silence dans la salle était absolu. Seul le bruit des pages tournées résonnait contre les murs. Le mari était détendu, presque ennuyé. La secrétaire vérifiait ses ongles, visiblement impatiente d'en finir et de sortir fêter ça. De l'autre côté de la table, l'épouse restait immobile, les mains jointes sur les genoux, le regard fixé sur un point du mur. Mais à l'intérieur, son cœur battait comme un tambour de guerre. Le juge s'arrêta sur une page précise. Il fronça les sourcils.
revint 2 pages en arrière. Relut. Puis il leva les yeux vers le mari avec une expression qui fit avaler sa salive à son avocate. « Monsieur, avez-vous lu ces documents avant de les signer ?» Le mari haussa les épaules, confiant. « J'ai parcouru, votre honneur. Ce sont des papiers de divorce standard. Mon ex-femme a accepté les conditions, donc tout est en ordre. » Le juge ôta lentement ses lunettes. « Parcouru. »« Oui, monsieur. J'ai regardé l'essentiel. Partage des biens, fin du mariage, ce genre de choses. » Le juge se tourna vers l'avocate du mari, qui commençait à transpirer. « Maître, vous avez révisé ces documents avec votre client. » L'avocate balbutia. « Il m'a dit qu'il avait tout lu et qu'il était d'accord. J'ai présumé que... » Vous avez présumé. Le ton du juge trancha comme une lame. Dans une affaire portant sur des biens valant des millions. La secrétaire donna un coup de coude au mari, chuchotant nerveusement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il l'ignora, gardant un sourire forcé. « Votre honneur, quel est le problème ? J'ai signé, elle a signé, finissons-en. » Le juge frappa la table. Ce n'était pas violent, mais le bruit claqua comme un coup de feu. « Le problème, monsieur, c'est que vous venez de signer un document par lequel vous acceptez de transférer 80% de tous les biens conjugaux à votre ex-épouse, ainsi qu'une pension viagère de 15 000 $ par mois. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le mari cligna des yeux. 1 fois, 2 fois, comme s'il essayait de déchiffrer une langue étrangère. « Pardon, quoi ?» Son avocate arracha les papiers des mains du juge et commença à lire frénétiquement. Ses mains tremblaient. Son visage perdait toute couleur à chaque ligne. « Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce qui a été négocié. Il doit y avoir une erreur. » L'avocate de l'épouse se leva calmement, dossier à la main. « Il n'y a aucune erreur, votre honneur. Les termes sont clairs aux clauses 7, 18 et 23. Ma cliente a proposé ces termes. L'ex-mari a signé volontairement, sans contrainte. Il existe même des témoins pouvant confirmer qu'il a signé en présence de sa compagne actuelle, démontrant ainsi sa pleine conscience de l'acte. » Le mari bondit de sa chaise. « Je ne savais pas. C'est une fraude. Elle m'a trompé. » Le juge fit retentir son maillet. « Silence. Asseyez-vous ou je vous fais expulser immédiatement. » Le mari s'assit, mais il était méconnaissable, visage rouge, sueur dégoulinante, mains tremblantes. La secrétaire à ses côtés était en panique totale. « Fais quelque chose. Annule ça. » Il ne savait pas ce qu'il signait. Le juge se tourna vers elle d'un regard glacial. « Et vous êtes qui dans cette affaire ?» La secrétaire ouvrit la bouche, la referma. Elle comprit trop tard qu'elle n'avait aucun rôle légal ici. « Nous sommes ensemble. Il allait m'épouser après ça. Vous êtes donc une partie intéressée. Et vous étiez présente lorsqu'il a signé les documents ?» Elle hésita. « Oui. Et vous ne l'avez pas conseillé de lire les termes. » Son silence fut une réponse suffisante. L'avocate de l'épouse saisit l'occasion, avançant tel un prédateur. « Votre honneur, je souhaite présenter des preuves supplémentaires montrant que cette affaire dépasse largement un simple divorce. » Elle ouvrit son dossier, en sortant des documents rangés dans des chemises colorées. « Nous avons ici des relevés bancaires montrant des transferts frauduleux de sommes importantes depuis les comptes conjoints vers les comptes personnels du défendeur, initiés 6 mois avant la demande de divorce. Nous avons des emails entre le défendeur et la dame présente dans cette salle, planifiant comment dissimuler les biens. Nous avons des témoignages d'anciens employés licenciés pour avoir remis en question ces transactions. Et nous avons la preuve que le défendeur a utilisé les ressources de l'entreprise, financées par l'héritage de ma cliente, pour mener un train de vie extra-conjugal. » Chaque document était déposé sur la table avec une précision chirurgicale. Le juge les prenait, lisait, et son expression devenait de plus en plus sombre. Le mari restait pétrifié. Son avocate feuilletait désespérément les papiers, cherchant une faille, une défense. Il n'y en avait aucune. « Votre honneur, » tenta l'avocate d'une voix tremblante, « mon client n'était clairement pas en état de... » « De quoi ?» coupa le juge. « De lire un document avant de le signer ? De consulter son propre avocat ? D'agir avec une responsabilité minimale ?» Il se tourna vers le mari. « Vous êtes un homme d'affaires prospère, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, mais... » »« Vous signez régulièrement des contrats. »« Oui, cependant. »« Alors vous savez l'importance de lire avant de signer. À moins que vous ne me disiez que vous n'avez pas les capacités mentales pour comprendre des termes juridiques ?» Le mari comprit le piège. Dire qu'il ne comprenait pas prouverait son incompétence. Dire qu'il comprenait l'enfonçait davantage.
Elle m'a trompé. Elle a fait semblant d'accepter tout en silence. L'avocate de l'épouse sourit. Votre honneur, il est intéressant de noter que le défendeur admet qu'il s'attendait à ce que ma cliente accepte tout en silence. Ma cliente est diagnostiquée avec un trouble du spectre autistique. Le défendeur a clairement exploité cette condition, présumant qu'elle serait incapable de se défendre légalement. Ce qui fait de cette affaire non seulement une fraude conjugale, mais aussi une exploitation d'une personne handicapée. Le juge ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, une colère contenue y brûlait. Quelqu'un dans cette salle veut-il m'expliquer comment nous en sommes arrivés là? Comment un conjoint a pu tenter systématiquement de voler et d'exploiter l'autre, présumant qu'une condition neurologique la rendrait incapable de réagir? Personne ne répondit. Le juge posa enfin son regard sur l'épouse. « Madame, avez-vous quelque chose à déclarer ?» Pour la première fois, elle leva les yeux, croisa le regard du juge, maintint le contact visuel, chose qui lui demandait une énergie immense, mais elle savait que c'était nécessaire. « Je veux seulement ce qui m'appartient de droit. Et je veux qu'il soit clair qu'être autiste ne veut pas dire être incapable. Cela veut simplement dire fonctionner différemment. Je comprends les contrats. Je comprends les chiffres. Je comprends quand on me vole. » Sa voix était calme, ferme, sans émotion excessive. Mais chaque mot pesait lourd. Le juge acquiesça lentement. « Je le vois. Et je veux qu'il soit consigné que ce tribunal ne tolérera aucune exploitation de vulnérabilité, quelle qu'elle soit. » Il saisit son maillet. « Par conséquent, je déclare que les termes signés par le défendeur sont valides et seront exécutés intégralement. 80% des biens conjugaux seront transférés à la demanderesse. La pension viagère de 15 000 $ mensuels prendra effet immédiatement. En outre, compte tenu des preuves de fraude présentées, je convertis cette procédure en action pour détournement de fonds et fraude conjugale. Tous les biens du défendeur sont gelés jusqu'à la fin de l'enquête. Le ministère public sera informé. » Le mari s'effondra sur sa chaise. La secrétaire éclata en sanglots, non de chagrin, mais de panique. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas possible. » Le juge n'avait pas fini. « Et encore une chose. Étant donné que vous, il la désigna du doigt, étiez présente et au courant des fraudes, comme le prouvent les emails, vous serez également poursuivi comme complice. Je vous conseille de trouver un avocat. Un bon. » La secrétaire s'enfuit de la salle en pleurant. Le mari resta assis, anéanti. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait volé, tout ce qu'il avait planifié, s'était effondré en 45 minutes. L'avocate de l'épouse referma son dossier, satisfaite. L'épouse resta assise, silencieuse, absorbant tout. Elle avait gagné. Pas avec des cris. Pas avec de la violence. Pas avec du désespoir. Mais avec de l'intelligence. De la patience. Et la froide certitude que sous-estimer quelqu'un est toujours la plus grande erreur qu'on puisse commettre. Le juge fit retentir une dernière fois son maillet. Audience levée. Prochaine session dans 30 jours pour le détail du transfert des biens. Quand tout le monde quitta la salle, l'épouse resta seule un instant. Elle ferma les yeux, respira profondément, et s'autorisa, pour la première fois depuis des mois, à ressentir quelque chose qui ressemblait à la paix. 6 mois plus tard, la maison était différente. Pas physiquement. Les meubles restaient à la même place. Les livres étaient toujours rangés par ordre alphabétique. Les routines conservaient la même précision qu'avant. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans l'air. De la légèreté. Comme si les murs pouvaient enfin respirer. Elle était assise dans le bureau, désormais vraiment le sien, en train de revoir des contrats pour sa nouvelle entreprise. Après l'audience, après les transferts, une fois que tout fut officiellement terminé, elle avait pris une décision, transformer la douleur en but. L'entreprise de conseil était née 3 mois après le divorce. Spécialisée dans les environnements professionnels inclusifs, axée sur l'intégration des personnes neurodivergentes sur le marché du travail. Le nom était simple, direct, différentement, esprit différent. Le téléphone sonna. C'était le 5e appel de la journée provenant d'entreprises souhaitant engager ses services. Oui, nous proposons une formation complète pour les équipes. Non, ce n'est pas juste une conférence de motivation. C'est une véritable restructuration des processus. Oui, je peux vous envoyer le portfolio. Elle raccrocha et retourna à l'ordinateur. À l'écran, un document montrait la croissance de l'entreprise. 3 employés le premier mois. Maintenant, 12. Tous neurodivergents. Tous avec des histoires semblables à la sienne. Tous méritant une chance que le monde offrait rarement. La sonnette retentit. C'était sa sœur, apportant du café et des câlins. « Je suis venu voir comment tu vas. »
et t'apporter des nouvelles. Elles s'assirent dans le salon. La sœur sortit son téléphone et montra un article. Tu as vu ça? C'était un reportage sur l'ancienne entreprise de l'ex-mari. Faillite déclarée. Enquête criminelle en cours. Son nom a jamais terni. L'épouse lut sans émotion apparente. Il a essayé de m'appeler 3 fois la semaine dernière. Les yeux de la sœur s'écarquillèrent. Tu as répondu? Non. J'ai bloqué le numéro. Je n'ai rien à lui dire. Et la secrétaire? J'ai entendu dire qu'elle est retournée vivre chez ses parents. Aucune entreprise ne veut engager quelqu'un impliqué dans une fraude. Et le fiancé qu'elle avait avant de le rencontrer a tout découvert et a rompu. La sœur secoua la tête. Le karma, c'est réel. L'épouse but une gorgée de café. Ce n'est pas le karma. Ce sont des conséquences. Ils ont fait des choix. Maintenant, ils doivent en assumer les résultats. Quelques jours plus tard, elle participait à une conférence sur la neurodiversité en milieu professionnel. Elle avait été invitée à parler de son entreprise, de son expérience. Quand elle monta sur scène, elle sentit le poids des projecteurs, le bruit du micro, les centaines de regards fixés sur elle. Tout ce qui, normalement, la ferait vouloir disparaître. Mais elle prit une profonde inspiration. Compta jusqu'à 10. Et comment ça? Mon nom n'a pas d'importance. Mon histoire en a. Je suis autiste. Et pendant des années, on m'a traité comme si c'était un défaut. Comme si je devais m'excuser d'exister autrement. Silence absolu dans la salle. Mon ex-mari pensait que l'autisme était synonyme d'incapacité. Que je ne saurais pas me défendre. Que j'accepterais n'importe quelle humiliation parce que le conflit est difficile pour moi. Il avait tort. Elle fit une pause, regardant la salle. Être autiste ne signifie pas être faible. Cela veut dire avoir un esprit qui fonctionne différemment. Et parfois, ces différences nous donnent des avantages que les personnes neurotypiques n'ont pas. L'attention aux détails. La capacité à traiter des informations complexes. Une mémoire exceptionnelle. Une concentration intense. Les applaudissements surgirent spontanément. J'ai utilisé tout cela pour me défendre. Pour recueillir des preuves. Pour construire un dossier solide. Pour gagner une bataille que tout le monde pensait perdue avant même qu'elle ne commence. Et maintenant, j'utilise ces mêmes compétences pour aider d'autres personnes comme moi à trouver leur place dans le monde. Quand elle descendit de la scène, plusieurs personnes vinrent la voir. Une femme pleurait. Merci. Ma fille est autiste et j'ai toujours eu peur pour son avenir. Vous m'avez redonné espoir. L'épouse serra la main de la femme. Votre fille ira bien. Elle a juste besoin de gens qui croient en elle. 3 mois plus tard, l'entreprise occupait un bâtiment plus grand. La demande dépassait toutes les attentes. De grandes entreprises voulaient changer leur culture. Voulaient devenir véritablement inclusives. Elle était en réunion avec des directeurs d'une société technologique quand l'un d'eux demanda « Comment garantissez-vous que vos employés peuvent gérer la pression du milieu professionnel ?» Elle le regarda droit dans les yeux. La vraie question serait « Comment garantissez-vous que votre environnement professionnel est prêt à accueillir différentes manières de travailler ?» Mes employés sont extrêmement compétents. Le problème n'a jamais été eux. C'est le système qui exclut ceux qui ne rentrent pas dans un moule arbitraire. Le silence dans la salle fut lourd. Puis, le directeur sourit. Vous avez parfaitement raison. Quand pouvons-nous commencer? Un samedi après-midi, elle était chez elle à trier de vieux papiers. Elle trouva une photo de mariage. Elle la regarda longuement. La robe blanche. Le sourire forcé. Les yeux qui ignoraient encore ce qui allait venir. Puis, sans cérémonie, elle déchira la photo en deux. Pas avec colère, mais avec clôture. La femme de cette photo n'existait plus. Elle avait été reconstruite. Reforgée dans le feu de la trahison, de l'humiliation, de la lutte. Et la nouvelle version était infiniment plus forte. Les mois devinrent une année. L'entreprise continuait à croître. Elle venait d'ouvrir une deuxième succursale dans une autre ville. Un matin, elle reçut une lettre inattendue. Elle venait de son ex-mari. Manuscrite. Elle hésita, puis l'ouvrit. « Je sais que tu ne veux pas me parler. Je comprends. Je voulais juste te dire que j'avais tort. Surtout, je t'ai sous-estimé. Je t'ai traité comme si tu étais moins que ce que tu es. Et maintenant j'ai tout perdu pendant que tu as bâti un empire. Tu mérites tout ce que tu as conquis. Et je mérite tout ce que j'ai perdu. Je n'attends pas ton pardon. Je voulais juste que tu saches que j'ai enfin compris. » Elle la lut 2 fois. Puis plia la lettre et la rangea dans un tiroir. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Le pardon n'était pas quelque chose qu'il méritait.
Et elle n'avait pas besoin de l'offrir. Elle avait tourné la page. Et c'était suffisant. Cette nuit-là, seule dans son nouvel appartement, elle se permit de regarder par la fenêtre et de réfléchir. Elle avait perdu un mari. Mais elle s'était retrouvée. Elle avait été trahie. Mais elle avait découvert d'une force qu'elle ne soupçonnait pas. On l'avait traitée d'incapable. Et elle avait prouvé que la capacité n'a rien à voir avec le fait de correspondre à des normes. Le parcours avait été douloureux, mais nécessaire. Et à la fin, elle n'était plus la femme silencieuse qui acceptait les miettes d'affection. Elle était quelqu'un qui connaissait sa valeur, qui ne négociait plus sa dignité, qui transformait l'adversité en but. Elle prit son téléphone et publia quelque chose de rare sur ses réseaux sociaux. Être sous-estimé fait mal. Mais c'est aussi du carburant. Utilise-le pour construire quelque chose que tes ennemis ne pourront jamais atteindre. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui t'ont blessé. C'est de devenir si incroyable qu'ils deviennent insignifiants dans ton histoire. La publication devint virale. Des milliers de commentaires de personnes partageant leurs propres histoires. Et elle comprit que sa victoire n'était pas seulement personnelle. Elle était symbolique. C'était la preuve que personne, absolument personne, ne devrait être défini par les limites que d'autres essaient d'imposer. Quelques semaines plus tard, lors d'une interview pour un magazine, on lui demanda « Regrettez-vous quelque chose ?» Elle réfléchit un instant. « Je regrette d'avoir mis si longtemps à me défendre, d'avoir accepté le manque de respect pendant trop de temps. Mais je ne regrette pas le chemin parcouru. Il m'a mené ici. Et ici, c'est exactement là où je dois être. Et si vous pouviez donner un conseil à quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire ?» Elle regarda directement la caméra. « Documentez tout. Ne sous-estimez jamais votre propre intelligence. Et souvenez-vous, quand quelqu'un vous sous-estime, il vient de vous donner le plus grand avantage possible. Servez-vous-en. » L'interview se termina. Les lumières s'éteignirent. Et elle rentra chez elle, dans l'appartement qui n'appartenait qu'à elle, dans la vie qu'elle avait construite seule. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée à 20 ans, quand elle avait dit oui à l'hôtel. C'était mieux. Parce qu'elle était réelle. Parce qu'elle était à elle. Et personne ne pourrait jamais lui enlever cela. Si cette histoire vous a plu et que vous voulez voir plus de contenu montrant que la force vient souvent d'où on l'attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.